Nous n'emmenons pas les pauvres dans les endroits haut de gamme. Tu restes à la maison. Kate prononça ces mots tout en mettant ses boucles d'oreilles devant le miroir du couloir. Je restais paralysé dans l'entrée du salon, mon tablier encore sur moi, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Ma belle-fille était radieuse dans cette robe couleur vin qui lui allait parfaitement. Michael se tenait juste à côté d'elle, finissant d'ajuster sa cravate, sans même me regarder ni dire un mot. C'était vendredi soir. Il se préparait à aller au restaurant de grillade le plus exclusif de la ville, le grand dîner de famille que nous avions planifié depuis des semaines. Ou du moins c'est ce que j'avais cru. Car maintenant, debout devant eux, les mains tremblantes, je réalisais que je n'avais jamais fait partie du plan. Je n'avais jamais vraiment été invité. J'étais juste la stupide qui avait donné l'argent quand Michael me l'avait demandé il y a 3 mois. Kate se tourna vers moi et me regarda de haut en bas avec ses yeux froids qu'elle utilisait toujours quand elle voulait me blesser. C'est un endroit pour les gens de classe, Eleanor. Nous ne pouvons pas nous présenter avec toi habillé comme ça. Que vont penser les personnes importantes là-bas? J'essayais de parler, mais ma gorge était nouée. Je regardais Michael, cherchant un signe de soutien, un mot de défense, quelque chose qui me dirait qu'il n'était pas d'accord avec cela. Mais mon fils se contenta de vérifier son reflet dans le miroir, passant une main dans ses cheveux, agissant comme si cette conversation n'avait même pas lieu. Michael. Ma voix sortit faible, brisée. Je pensais que nous y allions tous. Tu m'avais dit que c'était une fête de famille. Il soupira d'agacement, comme si j'étais un problème qu'il devait résoudre avant de partir. Maman, nous en avons déjà parlé. Le restaurant a un code vestimentaire très strict. Tu n'as pas les vêtements appropriés pour ce genre d'endroit. Mais je peux changer. Je peux mettre autre chose. Il ne s'agit pas seulement des vêtements, Kate m'interrompit en prenant sa pochette de créateur sur le canapé. Il s'agit de savoir comment se comporter, de savoir quelle fourchette utiliser, de savoir de quoi parler avec les gens de la haute société. Tu ne corresponds tout simplement pas à cet environnement. Et honnêtement, nous ne voulons pas être embarrassés ce soir. Les mots me frappèrent comme des pierres. L'un après l'autre, chacun plus lourd que le précédent. Des pauvres. Tu ne corresponds pas. Embarrassé. Tout ce que j'avais été pour eux se résumait à cela. J'étais une gêne qu'ils devaient cacher. Mais cet argent, j'essayais de dire, l'argent que tu m'as demandé, Michael, cet argent était pour ce dîner, n'est-ce pas? Mon fils me regarda enfin. Il y avait de l'inconfort dans ses yeux, mais il y avait aussi autre chose. Quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'indifférence. Oui, maman, et nous l'apprécions. C'est pourquoi nous t'expliquons cela à l'avance. Nous ne voulons pas que tu aies l'air ridicule à te préparer pour rien. Kate s'approcha de moi. Je pouvais sentir son parfum coûteux. Le même parfum que je lui avais acheté pour Noël. Écoute, Eleanor, je sais que cela peut sembler dur, mais c'est la vérité. Ce soir est important pour nous, pour notre image, pour notre avenir, et nous avons besoin que tout se passe parfaitement. Pas de surprise, pas de situations inconfortables. Situations inconfortables. Je répétais ces mots, incapable de le croire. Je suis une situation inconfortable. Ne le prends pas personnellement. Michael était déjà à la porte avec les clés de voiture à la main. C'est juste pour cette fois. Il y aura d'autres opportunités. Mais je savais que c'était un mensonge. Je savais qu'il n'y aurait pas d'autres opportunités. Je savais que ce n'était pas juste pour cette fois. C'était ce qu'ils pensaient vraiment de moi. C'était ce que je représentais pour eux. Une nuisance, un fardeau, quelqu'un qui devait rester caché. Kate passa devant moi sans me toucher. Il y a de la nourriture dans le frigo. Ne nous attends pas. Nous serons en retard. Elle s'arrêta à la porte et se retourna. Oh, et s'il te plaît, ne dis à personne à ce sujet. Nous ne voulons pas que les gens pensent des choses étranges à notre sujet. La porte se referma. Le son résonna dans toute la maison vide. Je restais là, au milieu du salon, mon tablier toujours sur moi, mes mains tremblantes encore, incapable de traiter pleinement ce qui venait de se passer. La maison sombra dans le silence, un silence si dense que je pouvais entendre ma propre respiration rauque. J'écoutais le bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge murale, le craquement des vieilles planches de plancher. Chaque son me semblait amplifié dans ma solitude.
Je marchais lentement vers la fenêtre du salon. Dehors, je pouvais voir la voiture s'éloigner dans la rue, les feux arrière disparaissant dans l'obscurité de la nuit, emportant mon fils, emportant mon argent, emportant ma dignité. Je m'appelle Eleanor Davis. J'ai 65 ans. J'ai passé 40 ans de ma vie à nettoyer les maisons des autres pour donner à mon fils une vie meilleure. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes mains soient couvertes de callosité et que mes genoux ne fonctionnent plus correctement. J'ai tout sacrifié. Mes rêves, ma jeunesse, ma santé, tout pour que Michael puisse aller à l'université, pour qu'il puisse avoir de nouveaux vêtements. Pour qu'il ne manque jamais de rien. Et maintenant, j'étais ici seul dans ma propre maison, exclu de ma propre famille, traité comme des ordures par les personnes même qui avaient tout grâce à moi. Je m'assis sur le canapé, le même canapé où Michael s'endormait quand il était enfant. Le même canapé où je lui lisais des histoires avant de dormir. Le même canapé où j'avais passé tant de nuits à coudre ses vêtements pour qu'il ait l'air présentable à l'école. Tout me semblait si lointain maintenant, comme si c'était une autre vie. Une autre Eleanor. Une Eleanor qui croyait encore que l'amour d'une mère était suffisant. Les larmes commencèrent à tomber, silencieuses, lourdes, roulant sur mes joues ridées sans contrôle. Je pleurais pour la femme que j'avais été, pour la mère qui avait tout donné sans rien demander. Pour la grand-mère qui n'avait même pas été prise en considération. Je pleurais pour chaque sacrifice qui semblait maintenant ne valoir rien. Mais en pleurant, tandis que la douleur me fendait la poitrine, quelque chose d'autre commença à bouger en moi. Quelque chose de petit, quelque chose qui avait dormi trop longtemps, une étincelle de rage. Pas la rage qui crie, pas la rage qui brise les choses, mais la rage froide, la rage qui pense, la rage qui se souvient. Car ce n'était pas la première fois, ce n'était pas la première humiliation. Ce n'était que la plus directe, la plus cruelle, la plus évidente. Mais il y en avait eu d'autres, beaucoup d'autres, de petites exclusions que j'avais justifiées, de petits mensonges que j'avais crus, de petites vexations que j'avais ignorées. Et tandis que la nuit tombait complètement sur ma maison vide, tandis que le silence m'enveloppait comme une lourde couverture, je savais que quelque chose avait changé. Quelque chose s'était brisé en moi, et je n'étais pas sûr de vouloir le réparer. Je restais assis sur ce canapé pendant des heures. Je ne sais pas exactement combien. Le temps semblait s'être arrêté. La maison était sombre, à l'exception de la lumière du lampadaire qui traversait la fenêtre. Je ne bougeais pas. Je n'allumais pas les lumières. Je restais juste là, les larmes séchant sur mes joues tandis que mon esprit commençait à se souvenir de choses que j'avais ignorées pendant longtemps. La première fois que Kate m'avait fait me sentir invisible, c'était il y a 2 ans. C'était l'anniversaire de Michael. J'avais fait son gâteau préféré, le même que je lui avais fait depuis qu'il était enfant, un gâteau Red Velvet maison avec un glaçage au cream cheese. Je m'étais levé à 5 heures du matin pour le rendre parfait. Quand j'arrivai chez eux avec le gâteau dans les mains, Kate ouvrit la porte et me regarda avec ce faux sourire que je connaissais si bien. « Oh, Eleanor, tu n'aurais pas dû te donner cette peine. » Elle me prit le gâteau des mains sans m'inviter à entrer. Nous avons déjà commandé un gâteau à la boulangerie française du centre-ville. Tu sais, quelque chose d'un peu plus sophistiqué pour la fête. Elle resta sur le pas de la porte, bloquant l'entrée. La fête est juste pour les amis proches. Rien d'orienté famille. Nous fêterons une autre fois avec toi. Je restais là sur le porche, les mains vides. Mais Michael m'a dit de venir à 7 heures. Oh, ça doit être un malentendu. Kate était déjà en train de refermer la porte. Nous t'appellerons demain, d'accord? Ils n'appelèrent jamais. Et quand je demandai à Michael quelques jours plus tard, il dit simplement que c'était une réunion de dernière minute avec ses partenaires commerciaux, que ce n'était rien d'important. Je le crus, ou je voulus le croire, parce qu'il était plus facile de croire que c'était un malentendu que d'accepter que mon propre fils m'avait menti. Puis ce fut la fête des mères l'année dernière. Michael m'avait promis que nous passerions la journée ensemble, qu'il m'emmènerait déjeuner quelque part de bien. Je me préparais avec ma meilleure robe, la robe bleu clair que j'avais achetée en solde il y a des années, mais qui était encore présentable. Je me coiffai soigneusement. Je mis même un peu de rouge à lèvres. Je m'assis dans le salon à l'attendre, à partir de 11 heures du matin. J'attendis jusqu'à 14 heures, puis jusqu'à 16 heures, puis jusqu'à 18 heures. Le téléphone sonna à 19 heures. C'était Michael. Sa voix semblait joyeuse. Trop joyeuse. Maman, désolé.
Quelque chose est arrivé à la dernière minute avec les parents de Kate. Nous avons dû aller bruncher avec eux. Tu sais à quel point sa famille est très stricte avec les traditions. Mais Michael, aujourd'hui c'est la fête des mères. Tu me l'as promis. Je sais, maman, je sais. Je me rattraperai la semaine prochaine. Je te le promets. Il ne se rattrapa jamais. Et je ne me suis jamais plainte parce que les bonnes mères ne se plaignent pas. Les bonnes mères comprennent. Les bonnes mères pardonnent. Ou du moins c'est ce que je me disais chaque fois que ma poitrine me faisait mal à cause de son indifférence. Après cela, ce fut Noël. Le Noël où j'avais économisé pendant des mois pour leur acheter de beaux cadeaux. Une montre pour Michael. Un sac à main en cuir pour Kate. Ce n'étaient pas des articles de créateurs coûteux, mais c'était le mieux que je pouvais me permettre avec ma pension. Je les emballai soigneusement. Je mis des nœuds dorés. Je les portai à leur maison le matin du 24 décembre. Kate ouvrit la porte en robe de chambre. Ses cheveux étaient mouillés, comme si elle venait de sortir de la douche. Eleanor, quelle surprise! Elle n'avait pas l'air surprise. Elle avait l'air agacée. Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. Michael m'a dit que nous dînions ensemble la veille de Noël. Comme toujours. Elle resta silencieuse un instant. Puis elle soupira. Eleanor, cette année, nous avons décidé de passer Noël seuls. Tu sais, commencer nos propres traditions en couple. J'espère que tu comprends. Seul? Mais qu'en est-il de moi? Tu peux fêter avec tes amis, avec Suzanne ou quelqu'un du quartier. Ne reste pas seul. Elle me prit les cadeaux des mains. Merci pour le geste attentionné. Nous les ouvrirons plus tard. La porte se referma avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. Je restai sur le porche par le froid après-midi de la veille de Noël, seul, les mains vides, le cœur brisé. Je retournai à ma maison et passai la veille de Noël à regarder la télévision, mangeant les restes du dîner que j'avais préparé, pensant qu'ils le partageraient avec moi. Je ne sus jamais s'ils avaient ouvert mes cadeaux. Ils ne me remercièrent jamais. Ils n'appelèrent jamais pour me souhaiter un joyeux Noël. Et puis il y avait les fois où j'appelais et ils ne répondaient pas. Les fois où je leur envoyais un SMS et ils répondaient par des mots uniques des jours plus tard. Les fois où je passais devant leur maison et voyais la voiture dans l'allée, mais quand je frappais à la porte, personne n'ouvrait. Les fois où j'entendais leur voix à l'intérieur, mais ils faisaient semblant de ne pas être là. Je me levai du canapé et me dirigeai vers la cuisine. J'allumai la lumière et me versai un verre d'eau. Mes mains tremblaient toujours. J'ouvris le réfrigérateur et vis la nourriture que Kate avait mentionnée. Un récipient avec des restes de quelque chose qui n'avait même pas l'air appétissant. C'était ce qu'ils m'avaient laissé. Des restes. Parce que c'était ce que j'étais pour eux, un reste de leur vie parfaite. Je sortis mon téléphone de la poche de mon tablier. J'ouvris l'application photo et commençai à faire défiler. Il y avait des photos de Michael et Kate dans des restaurants chics, en voyage à la plage, à des fêtes avec des amis, toutes publiées sur leurs réseaux sociaux, toutes avec des sourires parfaits et des légendes joyeuses. Et je n'apparaissais dans aucune d'elles. Je continuais à faire défiler. Il y avait une photo d'il y a 3 semaines. C'était l'anniversaire de Kate. Ils étaient dans un restaurant entouré de gens, tout le monde toastant, tout le monde riant. Je ne savais pas que c'était son anniversaire. Personne ne m'avait dit. Personne ne m'avait invité. Et j'avais l'habitude de toujours lui acheter un cadeau. J'avais l'habitude de toujours lui faire un gâteau. Cette année, je ne savais même pas qu'elle avait un anniversaire. Plus de photos. Un voyage à la montagne il y a 2 mois. Michael m'avait dit qu'il serait occupé par le travail, qu'il ne pourrait pas me rendre visite ce week-end-là. Mais il était là, souriant à côté d'un feu de camp avec Kate et un groupe d'amis, mentant, se cachant de moi. Et puis je vis la photo la plus récente. C'était d'il y a 1 semaine. Un dîner chez les parents de Kate. Dîner de famille. La légende disait, famille réunie. Mais je n'étais pas là parce que je n'étais pas de la famille, pas pour eux. Je fermai le téléphone et le posai sur la table. La douleur dans ma poitrine était si intense que je pouvais à peine respirer. Toutes ces fois où j'avais justifié leur absence. Toutes ces fois où je m'étais dit qu'ils étaient occupés, qu'ils avaient leur propre vie, qu'il était normal que les enfants s'éloignent. Tout cela n'avait été qu'un mensonge.
Il n'était pas occupé. Il ne voulait tout simplement pas être avec moi. Je me rassis à la table de la cuisine. La même table où j'avais préparé des milliers de repas pour Michael. La même table où je l'avais aidé avec ses devoirs tout en luttant moi-même avec les problèmes de mathématiques. La même table où nous avions pris le petit déjeuner ensemble tous les matins pendant 18 ans. Maintenant, cette table ne me rappelait que tout ce que j'avais perdu. Je pensais à toutes les fois où Kate avait fait des commentaires sur mes vêtements. Eleanor, tu devrais renouveler ta garde-robe. Ces robes sont très démodées. Ou sur ma maison. Ce quartier n'est plus ce qu'il était. Tu devrais penser à déménager dans quelque chose de plus petit. Ou sur ma façon de parler. Eleanor, quand nous sommes en public, essaie de ne pas trop parler de ton travail de femme de ménage. Les gens ne sont pas intéressés par ce genre de choses. Je restais toujours silencieuse. Je hochais toujours la tête. J'essayais toujours de changer pour lui faire plaisir parce que je pensais que si je faisais tout correctement, si j'essayais assez fort, elle m'accepterait. Il m'accepterait. Mais maintenant, je réalisais que cela n'avait jamais été suffisant. Cela ne le serait jamais. Parce que le problème n'était pas moi. Le problème était qu'ils avaient honte de moi. Je regardais l'horloge murale. Il était 22 heures. Il devait être au steakhouse en ce moment, assis à une table élégante, mangeant des plats coûteux, riant avec des gens importants, tandis que j'étais ici seul, exclu, oublié, avec l'argent que je leur avais moi-même donné il y a 3 mois. Cet argent, $3000 que j'avais économisé pendant des années. Chaque dollar gagné avec ma sueur, avec mes mains craquelées à force de frotter les sols, avec mes genoux douloureux à force de m'agenouiller pour nettoyer les salles de bain des autres. Michael m'avait dit qu'il en avait besoin pour un investissement important, que c'était urgent, qu'il me rembourserait bientôt. Je lui avais tout donné sans poser de questions parce qu'on ne dit pas non à ses enfants. Parce que les mères donnent sans rien attendre en retour. Mais maintenant je connaissais la vérité. Cet argent n'avait pas été pour un investissement. Cet argent avait été pour ce dîner, pour cette célébration luxueuse dont j'étais exclu. Mon propre argent payait mon humiliation. Je me levai et me dirigeai vers ma chambre. J'ouvris le tiroir de ma table de chevet et en sortis le carnet où je tenais mes comptes. Je tournai les pages d'une main tremblante. Tout y était écrit. Chaque dollar que j'avais prêté à Michael au cours des 5 dernières années. $2000 pour l'acompte de la voiture. $5000 pour la rénovation de sa maison. $1000 pour ses vacances l'année dernière. Et maintenant c'est $3000 pour le dîner, $11000 au total. $11000 qu'il n'avait jamais remboursé. $11000 qu'il ne rembourserait probablement jamais parce que les enfants ne remboursent pas les mères. Parce que les mères sont censées donner par amour, sans rien attendre en retour. Je refermai le carnet et le remis dans le tiroir. Les larmes tombèrent à nouveau. Mais cette fois, ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage, d'impuissance, de déception, de toute la douleur accumulée au fil des ans, trouvant enfin une issue. Je me regardais dans le miroir de ma coiffeuse. Je vis une femme de 65 ans au visage fatigué, avec de profondes rides autour des yeux, aux cheveux gris, mal coiffée, vêtue de vêtements vieux et usés. Je vis la femme que Kate voyait, la femme pauvre, la femme embarrassante, la femme qui ne correspondait pas. Mais je vis aussi autre chose. Je vis la femme qui avait survécu à 40 ans de labeur. La femme qui avait élevé un fils seul. La femme qui avait tout sacrifié par amour. Et cette femme ne méritait pas cela. Cette femme valait plus que le traitement qu'elle recevait. Je restai longtemps devant le miroir. Regardant cette femme fatiguée qui me regardait. Une femme qui avait permis tout cela. Une femme qui avait accepté chaque humiliation la tête baissée. Une femme qui avait cru que l'amour inconditionnel signifiait tout permettre. J'éteignis la lumière de ma chambre et retournai au salon. Je m'assis à nouveau sur le canapé et laissai le silence m'envelopper. Mais cette fois, le silence était différent. Ce n'était pas le silence de la douleur. C'était le silence de la clarté. Le silence qui vient quand on cesse enfin de se mentir à soi-même. Ils m'avaient effacé de leur vie. Pas d'un coup. Pas avec une dispute. Pas avec des mots durs. Ils l'avaient fait lentement, avec de petits mensonges, avec des excuses crédibles, avec des promesses qu'ils n'avaient jamais tenues.
Il m'avait effacé comme on efface un vieux dessin, avec patience, avec soin, jusqu'à ce qu'il ne reste que la feuille blanche. Et je les avais laissés faire. J'avais justifié chaque mensonge. J'avais pardonné chaque oubli. J'avais avalé chaque affront parce que j'avais peur. Peur d'être laissé seul. Peur de perdre le seul fils que j'avais. Peur d'admettre que peut-être mon sacrifice n'avait rien signifié pour lui. Je repris mon téléphone. J'ouvris la galerie de photos. Mais cette fois, je ne cherchais pas de photos de Michael et Kate. Je cherchais mes propres photos. Les photos de ma vie avant qu'ils ne décident que j'étais une gêne. J'étais là à 25 ans, jeune, souriante, avec le bébé Michael dans mes bras. Son père venait de partir. Il m'avait laissé seul avec un enfant de 6 mois et sans un sou en poche. Mais je souriais sur cette photo parce que j'avais de l'espoir. Parce que je croyais que tout irait bien. Une autre photo. Michael a 7 ans, son premier jour d'école. J'étais accroupi à côté de lui. Mon uniforme de femme de ménage dépassait du pull que j'avais mis pour l'accompagner. J'avais manqué le travail ce matin-là pour l'accompagner. J'avais perdu la paix de cette journée, mais je m'en fichais parce que mon fils avait besoin de moi. Plus de photos. Michael a sa remise de diplôme du lycée. Moi, debout fièrement à côté de lui dans ma meilleure robe. La même robe que j'avais portée à 3 mariages et 2 baptêmes parce que je n'avais pas d'argent pour en acheter une autre. Mais j'étais heureuse parce que mon fils obtenait son diplôme avec mention. Parce que tous les efforts avaient valu la peine. La dernière photo que nous avions ensemble datait d'il y a 2 ans. Pour mon 63e anniversaire, Michael était venu me rendre visite seul. Kate était restée parce qu'elle avait mal à la tête. Ou c'est ce qu'il a dit. Nous étions assis dans ce même salon. J'avais fait mon propre gâteau, un simple gâteau à la vanille. Michael avait l'air mal à l'aise sur la photo, comme s'il voulait être ailleurs. C'était la dernière fois que nous avions passé du temps seuls, la dernière fois que j'avais eu l'impression d'être encore sa mère. Après cela, tout avait changé. Les visites étaient devenues plus courtes, les appels plus rares, les excuses plus fréquentes, et je l'avais juste regardé s'éloigner sans pouvoir rien faire pour l'arrêter. Je posai le téléphone et fermai les yeux. Je pris une profonde inspiration. La douleur dans ma poitrine était toujours là. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de l'acceptation. Une acceptation amère mais nécessaire. Mon fils m'avait abandonné. Pas physiquement, mais émotionnellement. Il avait coupé tous les liens avec moi, et Kate n'avait fait qu'accélérer un processus qui avait peut-être déjà commencé avant. Peut-être que Michael avait toujours eu honte de moi, de mon travail, de ma humble maison, de ma façon de parler, de tout ce que je représentais, et Kate lui avait simplement donné la permission d'agir selon ce qu'il ressentait déjà. Je me levai du canapé. Je marchai jusqu'à la cuisine et me versai un verre d'eau. Mes jambes tremblaient, non pas de tristesse, mais de quelque chose de différent. Quelque chose qui ressemblait à un réveil d'un long rêve. Un rêve où j'avais été la mère parfaite et il avait été le fils reconnaissant. Mais ce rêve n'avait jamais été réel. J'ouvris le tiroir où je gardais les documents importants. J'en sortis l'enveloppe cartonnée où se trouvaient tous les papiers de la maison, l'acte de propriété, les reçus de paiement, les documents qui prouvaient que cette maison était à moi, entièrement à moi, payée avec mon travail, avec mon effort, sans l'aide de personne. J'en sortis aussi les relevés bancaires, les extraits montrant chaque virement que j'avais fait à Michael ces dernières années. 11 000 $ au total. 11 000 $ qu'il n'avait jamais mentionné rembourser parce que pour lui, cet argent était un cadeau ou pire, c'était mon obligation parce que les mères doivent donner, toujours donner. Je posais tous les papiers sur la table et les regardais. Toute ma vie était résumée dans ces documents. Une vie de travail honnête, de sacrifice constant, d'amour inconditionnel, mais aussi une vie où j'avais été prise pour une idiote, utilisée, jetée quand je n'étais plus utile. Le téléphone vibra sur la table. C'était un SMS de Suzanne. « Éléanore, ça va ? J'ai vu des lumières allumées chez toi. Tu as besoin de quelque chose ? Suzanne, ma voisine d'aussi loin que je me souvienne. La seule personne qui semblait remarquer mon existence ces derniers temps. La seule qui demandait comment j'allais. La seule qui s'inquiétait quand elle ne me voyait pas dans le jardin le matin. Je répondis. Je vais bien, Suzanne. Juste couché tard. Merci de demander.
Elle répondit immédiatement. Si tu as besoin de compagnie, frappe à ma porte. Ça ne me dérange pas. Je souris. Un sourire triste mais sincère. Suzanne valait plus que toute la famille que j'étais censé avoir. Suzanne me traitait avec respect, avec affection, avec la dignité que mon propre fils me niait. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Nous parlerons demain. Je posai le téléphone et regardai à nouveau les documents sur la table. 11 000 $, ma maison, mes économies, tout ce que j'avais dans ce monde, tout ce que j'avais construit seul sans aide, sans soutien, juste avec mes mains et ma volonté de continuer. Et soudain, quelque chose fit-il dans mon esprit. Une idée. Petite au début, mais elle ne cessa de grandir, de devenir plus claire, plus forte, plus nécessaire. J'avais du pouvoir. Peut-être pas le pouvoir de l'argent abondant. Peut-être pas le pouvoir du statut social, mais j'avais le pouvoir de la vérité. Le pouvoir de dire, ça suffit, le pouvoir de ne plus les laisser me piétiner. Je repris mon téléphone et ouvris le chat avec Michael. Le dernier message datait d'il y a une semaine. Je lui avais demandé s'il viendrait me rendre visite ce week-end. Il avait répondu par un bref « Je ne peux pas, occupé ». Et j'avais répondu « Ne t'inquiète pas, mon fils. Je comprends. » Mais je ne comprenais plus. Je ne voulais plus comprendre. Je n'allais plus justifier l'injustifiable. Je tapais un message. Michael, je dois te parler demain. C'est important. Je ne l'envoyais pas encore. Je fixais les mots sur l'écran, pensant, calculant, planifiant. J'effaçais le message. Ce n'était pas encore le moment. D'abord, je devais réfléchir. Je devais être sûr de ce que j'allais faire. Je devais être sûr d'être prête à affronter ce qui allait suivre. Je me rassis à table. Je pris une feuille de papier et un stylo. Je commençai à écrire, à noter, à organiser mes pensées. Chaque humiliation, chaque mensonge, chaque promesse non tenue, chaque dollar prêté et jamais rendu. Tout était écrit sur ce papier. Ce n'était pas pour montrer à qui que ce soit. C'était pour que j'aie de la clarté, pour ne pas me laisser convaincre par de jolies paroles quand je devrais enfin les confronter, car je connaissais Michael. Je connaissais sa capacité à me faire sentir coupable, sa façon de tordre les choses. Alors, il semblait que c'était moi qui exagérais. Mais cette fois, cela n'allait pas marcher. Cette fois, j'avais tout clair, tout documenté, tout dans mon esprit d'une manière ordonnée et précise. Je finis d'écrire et pliai le papier. Je le mis dans le tiroir avec les documents importants. Je regardai l'horloge. Il était 23h30. Il devait encore être au restaurant. S'amusant, riant, dépensant mon argent, célébrant sans moi. Je marchai jusqu'à la fenêtre. La rue était sombre et vide. Seul le son des grillons rompait le silence de la nuit. L'air froid passait par les fissures de la vieille fenêtre. Je devais la réparer. Mais je n'avais jamais assez d'argent pour les réparations parce que je donnais toujours de l'argent à Michael pour ces choses importantes. Je pensais à toutes les choses que j'avais cessé de faire pour moi-même. Le dentiste que je n'avais pas vu depuis 2 ans parce que je n'avais pas l'argent. Les nouvelles lunettes dont j'avais besoin mais que je repoussais toujours. Le médicament contre la tension artérielle que je n'achetais parfois pas entièrement parce que c'était trop cher. Tout ce que j'avais sacrifié pour pouvoir lui donner plus. Et il me payait en m'excluant, en ayant honte de moi, en me traitant comme si j'étais un vieux meuble qui ne sert plus mais qu'on ne peut pas non plus jeter. Je sentis la rage monter à nouveau dans ma gorge. Mais cette fois, je ne l'avalais pas. Je la laissais être. Je la laissais grandir. Parce que cette rage était juste. Cette rage était nécessaire. Cette rage était la seule chose qui me ferait agir au lieu de continuer à accepter. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire. Je n'avais pas de plan complet. Mais je savais que quelque chose devait changer. Que je devais changer. Que je ne pouvais plus être l'Éléanore qui supportait tout. L'Éléanore qui pardonnait tout. L'Éléanore qui se contentait des miettes de l'amour de son fils. Je m'éloignai de la fenêtre et éteignis les lumières de la maison. Je montai dans ma chambre. Je m'allongeai sur le lit sans changer de vêtements, fixant le plafond dans l'obscurité, pensant, planifiant, attendant l'arrivée du lendemain. Parce que demain tout serait différent. Demain,
je commencerai à retrouver ma dignité. Demain, je cesserai d'être invisible et ils allaient devoir me voir. Qu'ils le veuillent ou non, je me réveillais tôt, plus tôt que d'habitude. La lumière de l'aube entrait à peine par la fenêtre de ma chambre. J'avais peu dormi, peut-être 3 ou 4 heures. Mais je me sentais étrangement éveillé, alerte, comme si mon corps savait que quelque chose d'important allait se produire. Je sortis du lit et me dirigeai vers la cuisine. Je préparais du café, le même café que d'habitude. Mais ce matin, il avait un goût différent. Ou peut-être était-ce moi qui étais différente. Je m'assis à table, la tasse chaude entre les mains, et regardai par la fenêtre. Le quartier commençait à se réveiller. Monsieur Ramsay sortait les poubelles. Madame Lucie arrosait ses plantes. Tout restait pareil, mais j'avais changé. J'étais sur le point de me lever quand j'entendis le bruit d'une voiture se garer devant ma maison. Je regardai l'horloge. Il était 7h30 du matin, trop tôt pour des visiteurs. Je jetai un coup d'œil par la fenêtre et vis une voiture noire que je ne reconnaissais pas. Un homme en costume sortit du véhicule. Il portait une mallette. Il se dirigea vers ma porte d'un pas sûr. La sonnette retentit. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je n'attendais personne. Je marchai jusqu'à la porte et l'ouvris prudemment. L'homme devant moi avait environ 50 ans. Cheveux gris, bien soignés, visage sérieux, mais pas menaçant. « Bonjour, Madame Eleanor Davis. » Je hochai la tête sans rien dire. Ma gorge était sèche. « Mon nom est Monsieur Thompson. Je suis avocat. Puis-je entrer ? J'ai besoin de vous parler d'une affaire urgente. » Un avocat à ma porte à 7h30 du matin. Rien de tout cela n'avait de sens. Une affaire urgente ? Quel genre d'affaire ? Cela concerne votre fils, Michael Davis, et certains documents qui sont entrés en ma possession. Son expression était grave. C'est important, madame. S'il vous plaît. Quelque chose dans son ton me fit m'écarter. Il entra et je fermai la porte. Je le conduisis au salon. Il s'assit sur le canapé et ouvrit sa mallette. Je m'assis en face de lui, les mains tremblantes. Madame Davis, ce que je vais vous dire pourrait être difficile à entendre, mais j'ai besoin que vous écoutiez attentivement. Il sortit un dossier de la mallette. Il y a 3 jours, un de mes clients est décédé. Un homme nommé Robert. Ce nom vous dit-il quelque chose ? Je secouai la tête. Je n'avais jamais entendu ce nom de ma vie. Robert était un homme d'affaires, plutôt prospère, et dans son testament, il a laissé des instructions très spécifiques. Il ouvrit le dossier et en sortit plusieurs documents. Il s'avère que Robert connaissait très bien votre fils Michael. Ils étaient partenaires dans une entreprise d'investissement immobilier. Partenaires. Michael ne m'avait jamais rien dit sur le fait d'être le partenaire de quelqu'un. Il ne m'avait jamais parlé d'investissements immobiliers. Monsieur Thompson continua. Le problème, Madame Davis, est que l'entreprise a été fondée avec de l'argent qui n'appartenait pas à votre fils. De l'argent qu'il a obtenu frauduleusement. Les mots me frappèrent comme des pierres. Frauduleusement, mon fils. Cela ne pouvait pas être vrai. Qu'est-ce que vous dites ? Monsieur Thompson me regarda avec compassion. Votre fils a utilisé votre identité pour contracter des prêts, de gros prêts, en utilisant cette maison comme garantie sans votre consentement. Le monde s'arrêta. La maison, ma maison, la maison que j'avais payée pendant plus de 30 ans. La maison qui était la seule chose qui m'appartenait vraiment. C'est impossible. Je n'ai jamais rien signé. Je n'ai jamais autorisé. Je sais, madame. C'est pourquoi c'est de la fraude. Robert l'a découvert il y a 2 mois. Et avant de mourir, il m'a laissé des instructions pour que je vous contacte. Il voulait que vous connaissiez la vérité. Il sortit d'autres papiers du dossier. Voici des copies des documents. 3 prêts différents. Tous utilisant cette propriété comme garantie. Tous avec votre signature falsifiée. Je pris les papiers d'une main tremblante. C'était là. Mon nom, mon adresse, ma signature. Mais je n'avais pas signé cela. Je n'avais jamais vu ces documents de ma vie. Cela totalise $85 000, Madame Davis. $85 000 de dette.
qui sont à votre nom. Si cela n'est pas payé, la banque peut saisir la maison. Je ne pouvais plus respirer. 85 000 $. Ma maison en péril. Mon fils, mon propre fils avait fait ça. Pourquoi, fut tout ce que je pus dire. Pourquoi ferait-il ça? Monsieur Thompson soupira. D'après ce que Robert m'a dit, votre fils vit bien au-delà de ses moyens. La voiture de luxe, la maison rénovée, les restaurants chers. Il entretient tout cela avec de l'argent emprunté. Et quand il n'a plus pu obtenir de prêt à son nom, il a utilisé le vôtre. Les larmes commencèrent à tomber. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage, de trahison, d'une douleur si profonde qu'elle n'avait pas de nom. Et pourquoi me dites-vous cela? Qu'est-ce que vous y gagnez? Robert était un homme compliqué, mais il avait des principes. Quand il a découvert ce que Michael avait fait, il a voulu vous protéger. Avant de mourir, il a remboursé 2 de ses dettes. Il reste 25 000 $ en suspens. Il sortit un autre document, et il a laissé ce fonds pour couvrir ce montant, mais seulement si vous acceptez de confronter votre fils. Si vous acceptez de le dénoncer légalement. Le dénoncer. Mon propre fils. Le mot sonnait impossible. Je ne peux pas faire ça. C'est mon fils. Madame Davis, si vous ne faites rien, vous perdrez votre maison, et votre fils continuera à faire ça. Il continuera à utiliser d'autres personnes. Il continuera à mentir. Il continuera à détruire des vies. Monsieur Thompson se pencha en avant. Robert voulait vous donner une porte de sortie, mais vous devez agir. Je restais silencieuse, regardant les documents, lisant les chiffres. 85 000 $. Ma maison hypothéquée sans ma permission. Des années de paiement mensuel que je n'avais jamais effectués, mais qui étaient enregistrés à mon nom. Tout était un mensonge. Tout était une fraude. Et mon fils était responsable. Combien de temps ai-je pour décider? Les paiements sont dus dans 3 semaines. S'ils ne sont pas couverts, la procédure de saisie commencera automatiquement. Monsieur Thompson referma le dossier. Je sais que c'est beaucoup à traiter, mais j'ai besoin que vous compreniez la gravité de la situation. Il se leva du canapé. Il sortit une carte de sa poche et me la tendit. C'est mon numéro. Appelez-moi quand vous serez prête à parler, mais ne tardez pas trop. Le temps presse. Je le conduisis à la porte. Il partit sans rien dire d'autre. Je fermai la porte et restai là, la carte dans une main et les documents dans l'autre. Sentant mon monde s'effondrer complètement, je retournai au salon comme un zombie. Je m'assis sur le canapé. J'ouvris les documents et commençai à les lire un par un. Chaque page était pire que la précédente. Des prêts contractés il y a 2 ans. Des paiements jamais effectués. Des intérêts accumulés. Des menaces de saisie, tout à mon nom. Tout à mon insu. Et puis je vis quelque chose qui me glaça le sang. Dans l'un des documents, il y avait une adresse email, un compte qui était censé être le mien, mais que je n'avais jamais créé. Et il y avait un numéro de téléphone, un numéro qui n'était pas le mien. Michael avait créé une fausse identité à mon nom. Il avait falsifié ma signature. Il avait utilisé mes données. Et il avait fait tout ça. Tout en me regardant dans les yeux et en m'appelant « maman ». Je pris mon téléphone d'une main tremblante. Je composai le numéro de Michael. Ça sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois. Finalement, il répondit. Sa voix semblait fatiguée. Il était probablement rentré tard hier soir du restaurant. Maman, quoi de neuf? Il est vraiment tôt. Je ne savais pas par où commencer. Les mots se coincèrent dans ma gorge. Michael, j'ai besoin que tu viennes chez moi maintenant. Maintenant? Maman, je viens de m'endormir il y a 2 heures. Ça ne peut pas attendre? Non, ça ne peut pas attendre. Viens maintenant ou je viens chez toi. Il y eut un silence de l'autre côté. Tu vas bien? Tu as l'air bizarre. Viens maintenant. Je raccrochai avant qu'il puisse dire quoi que ce soit d'autre. Je m'assis sur le canapé, regardant les documents, attendant. Le temps semblait passer lentement. Chaque minute était une éternité. Chaque seconde me donnait plus de temps pour penser, pour traiter, pour sentir la rage grandir en moi.
40 minutes plus tard, j'entendis la voiture se garer. La portière du conducteur s'ouvrit. Des pas sur le chemin, la clé tournant dans la serrure. Michael entra. Il portait un t-shirt froissé et un survêtement. Il avait l'air décoiffé. Agacé. « Maman, qu'est-ce qui est si urgent que ça ne pouvait pas attendre ?» Je ne dis rien. Je lui tendis juste les documents. Il les prit avec une expression confuse. Il commença à lire et je vis son visage changer. D'abord de la confusion, puis de la reconnaissance, puis de la panique, puis du calcul. Ses yeux parcouraient rapidement les pages. Ses mains commencèrent à trembler légèrement. « Maman, je peux expliquer. » « Expliquer ?» Ma voix sortit plus froide que je ne l'attendais. Plus ferme, plus forte. Il posa les documents sur la table. Il passa les mains dans ses cheveux. « C'est compliqué. J'allais te le dire, mais je n'ai pas trouvé le bon moment. » « Tu n'as pas trouvé le bon moment pour me dire que tu as hypothéqué ma maison sans ma permission, que tu as falsifié ma signature, que tu m'as endetté de 85 000 $? Ce n'est pas si simple. J'avais besoin de cet argent pour un investissement. Un investissement qui allait nous rapporter beaucoup d'argent à tous. J'allais te payer. J'allais tout rembourser. Quand, Michael? Quand allais-tu le rembourser? Avant ou après qu'ils aient pris ma maison? Il resta silencieux, regardant le sol comme un enfant pris en flagrant délit de mensonge. Mais ce n'était pas un enfant. C'était un homme de presque 40 ans qui avait trahi sa propre mère. Michael resta debout devant moi, la tête baissée, sans voix. Le silence entre nous était si lourd. Je pouvais le sentir presser ma poitrine. J'attendis. J'attendis qu'il dise quelque chose. N'importe quoi qui pourrait expliquer l'inexplicable. Maman. Il commença mais s'arrêta. Il s'assit sur le canapé en face de moi et se couvrit le visage de ses mains. Tout a dérapé. Je pensais pouvoir gérer ça. Gérer ça? Ma voix sortit plus forte que je ne l'avais voulu. Gérer ça? Michael, tu as falsifié ma signature. Tu as utilisé ma maison sans ma permission. Tu m'as mis en danger de tout perdre. Et tu appelles ça gérer ça? C'était un investissement sûr. Robert me l'avait promis. Il a dit, en 6 mois, nous aurions le double de l'argent. J'allais tout te rembourser avec des intérêts. Tu allais être mieux que jamais. Robert est mort, Michael. Et il a laissé des instructions à son avocat pour qu'il me contacte parce qu'il savait ce que tu avais fait. Il savait que c'était une fraude. Michael releva brusquement la tête. Ses yeux étaient rouges. Monsieur Thompson est venu ici. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit la vérité. Quelque chose que tu n'as jamais fait. Je me levai du canapé et commençai à faire les 100 pas comme un animal en cage. Monsieur Thompson ne sait rien. Il veut juste créer des problèmes. Robert et moi avions un accord. Un accord privé. Un accord qui incluait l'utilisation de ma propriété sans mon consentement? Je ramassai les documents sur la table. Voici tout. 3 prêts, 85 000 $, ma signature sur chacun, une signature que je n'ai jamais écrite. J'allais te le dire, je le jure. Mais tout est arrivé si vite et puis les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le marché s'est effondré. Les investissements ont été perdus. Et quand j'ai voulu arranger ça, il était déjà trop tard. Quand, Michael, quand allais-tu me le dire? Quand il serait venu prendre ma maison? Quand il m'aurait laissé dans la rue? Je n'aurais jamais permis ça, cria-t-il. Mais son cri sonnait désespéré, pas convaincant. J'aurais trouvé un moyen de payer. Je trouve toujours un moyen. Comme tu as trouvé un moyen de me payer les 11 000 $ que je t'ai prêtés? Comme tu as trouvé un moyen de m'inclure dans le dîner d'hier soir que j'ai payé moi-même? Il resta silencieux. Ses yeux évitaient les miens. Pensais-tu que ça ne me ferait pas de mal, Michael? Pensais-tu que tu pouvais m'utiliser, me mentir, me voler, et que j'accepterais simplement parce que je suis ta mère? Je ne t'ai pas volé. J'ai juste emprunté. C'est différent. Ce n'est pas différent. C'est du vol. C'est de la fraude. C'est de la trahison. Les larmes commencèrent à couler sur mes joues.
Je t'ai tout donné. Tout ce que j'avais, tout ce que j'étais, et tu m'as remboursé en me détruisant. Ne sois pas dramatique, maman. Personne ne te détruit. Ces mots furent comme une gifle. J'essuyai mes larmes du revers de la main. Tu as raison. Personne ne me détruit parce que je ne le permettrai plus. Je me levai du canapé. Je marchai jusqu'à la cuisine et sortis le tiroir où je gardais tous mes documents importants. Je revins avec un autre dossier. Je le posai sur la table à côté des documents que M. Thompson m'avait apportés. « Qu'est-ce que c'est » demanda Michael avec suspicion. « C'est tout. Chaque prêt que je t'ai donné. Chaque promesse que tu m'as faite. Chaque mensonge que tu m'as dit. » J'ouvris le dossier. 11 000 $ ces 5 dernières années. De l'argent que tu n'as jamais remboursé. De l'argent que tu as demandé pour des urgences qui n'ont jamais existé. Michael regarda les papiers sans rien dire. Et voici les relevés bancaires, les virements, tout documenté, tout avec date et heure. Je sortis d'autres papiers. J'ai aussi les messages, les conversations où tu as promis de me rembourser. Les excuses, les mensonges. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec ça? J'ai l'intention de me protéger. J'ai l'intention de m'assurer que tu ne pourras plus jamais me faire de mal. Il s'approcha de moi. Son expression changea. Ce n'était plus le fils honteux. C'était l'homme calculateur. L'homme qui avait appris à manipuler. Maman, pense à ce que tu fais. Si tu rends ça public, si tu me dénonces, tu vas ruiner ma vie. Ma réputation. Mon mariage. Ta réputation est un mensonge. Ton mariage est construit sur l'argent que tu m'as volé. Et ta vie est déjà ruinée. Tu ne le sais juste pas encore. Et toi? Si ça se sait, tout le monde saura que ton propre fils t'a escroqué. Comment penses-tu qu'ils te verront? Penses-tu que tu auras une quelconque dignité? Ces mots cherchaient à me blesser. Cherchaient à me faire sentir petite, mais ils ne fonctionnaient plus. Ma dignité ne dépend pas de ce que les autres pensent. Elle dépend de ce que je fais maintenant. Je pris mon téléphone et appelai M. Thompson. Il répondit à la deuxième sonnerie. Monsieur Thompson, c'est Eleanor Davis. J'accepte votre aide. Je veux procéder avec tout. Michael pâlit. Maman, non. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça entre nous. Nous n'avons pas besoin d'avocat. Monsieur Thompson, mon fils est là. Vous pouvez venir maintenant. Je serai là dans 20 minutes. Je raccrochai le téléphone. Michael me regarda avec un mélange de peur et de rage. C'est une erreur, maman. Une erreur que tu vas regretter. La seule erreur que j'ai faite a été de te faire confiance. De croire que l'amour d'une mère était suffisant. De penser que si je te donnais tout, tu m'aimerais. Je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu m'utilises. Il y a une différence. Il se laissa tomber sur le canapé. Il se couvrit le visage de ses mains. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, tu vas faire face aux conséquences de tes actes. Tu vas signer des documents reconnaissant la fraude. Tu vas rembourser chaque centime. Et tu vas arrêter de mentir. Je n'ai pas cet argent. Je ne peux pas te payer. Alors tu vendras tout ce que tu as à vendre. La voiture, les choses de la maison, tout ce qui est nécessaire. Je pris les documents sur la table. Et si tu ne le fais pas volontairement, Monsieur Thompson s'assurera que tu le fasses légalement. Kate va me tuer. Si nous vendons la voiture, si je mets des choses en gage, elle va. Kate. Je répétai le nom avec amertume. Elle sait ce que tu as fait? Michael ne répondit pas, mais son silence fut une réponse suffisante. Elle savait. Elle savait que tu me volais et elle n'a rien dit. Peut-être même t'a-t-elle encouragé à le faire. Kate n'a rien à voir avec ça. Kate a tout à voir avec ça. Elle t'a convaincu que j'étais une gêne, que je ne méritais pas le respect, que j'étais juste une source d'argent que tu pouvais exploiter. Ce n'est pas comme ça. Non. Alors explique-moi pourquoi hier soir on m'a dit que je ne pouvais pas aller à un dîner que j'avais payé moi-même. Explique-moi pourquoi j'ai été traité comme des ordures, comme si je ne valais rien. Michael resta silencieux, regardant le sol. Vaincu,
La sonnette retentit. C'était Monsieur Thompson. J'ouvris la porte et il entra avec sa mallette. Il regarda Michael puis me regarda. « Madame Davis, êtes-vous sûre de cela ?» « Complètement sûr. » Monsieur Thompson sortit des documents de sa mallette. Il les posa sur la table. « Ce sont les papiers que nous avons besoin que vous signiez, Monsieur Davis. Reconnaissance de dette, engagement de payer, et renonciation à toute réclamation sur la propriété de votre mère. » Michael regarda les papiers sans les toucher. « Et si je ne signe pas ? Alors nous procéderons légalement. Fraude, falsification de documents. Vous pourriez faire entre 5 et 10 ans de prison. C'est de l'extorsion. Non, Monsieur Davis. C'est de la justice. Vous avez commis un crime. Maintenant, vous devez en répondre. Monsieur Thompson lui poussa les papiers. Vous pouvez le faire de la manière facile ou de la manière difficile. C'est vous qui décidez. Michael prit les papiers d'une main tremblante. Il les lut lentement. Chaque page semblait peser plus lourd sur lui que la précédente. Finalement, il leva les yeux vers moi. « Si je signe ça, vous me pardonnez ?» La question me brisa le cœur. Mais je n'étais plus l'Éléanore qui pardonnait tout sans conséquence. « Si tu signes ça, je te donne l'opportunité de corriger ton erreur. Le pardon viendra plus tard, quand tu auras prouvé que tu le mérites. » Il prit le stylo que Monsieur Thompson lui tendait. Sa main tremblait alors qu'il signait chaque document un par un, reconnaissant sa culpabilité, s'engageant à payer, renonçant à tout droit sur ma propriété. Quand il eut fini, Monsieur Thompson ramassa les papiers et les remit dans sa mallette. « Vous avez 6 mois pour payer la dette restante. Si vous ne le faites pas, nous procéderons à la saisie de vos propres biens. » Michael hocha la tête sans rien dire. Il se leva du canapé, marcha vers la porte. Il s'arrêta et me regarda une dernière fois. « Je suis désolé, maman. Je suis désolé aussi, Michael. Désolé que tu en sois arrivé là. Désolé de ne pas t'avoir mieux éduqué. » Il quitta la maison sans dire un mot de plus. Monsieur Thompson attendit qu'il parte puis se tourna vers moi. « Vous avez fait ce qu'il fallait, Madame Davis. Je sais que c'était difficile. La chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. Mais maintenant, vous êtes protégé. Votre maison est en sécurité et votre fils devra apprendre à être responsable. » Il sortit un autre document de sa mallette. C'est la preuve du paiement que Robert a effectué avant de décéder. 60 000 $ sont couverts. Votre fils doit les 25 000 $ restants. Je pris le document. 60 000 $. Un homme que je ne connaissais même pas avait payé ma dette alors que mon propre fils l'avait créée. Pourquoi Robert a-t-il fait ça? Pourquoi m'a-t-il aidé? Monsieur Thompson sourit tristement. Robert avait ses propres démons, mais à la fin de sa vie, il voulait faire quelque chose de bien. Il voulait protéger quelqu'un d'innocent. Vous étiez cette personne. Il me tendit une lettre. Il vous a laissé ceci. Il a dit de la lire quand tout serait fini. Monsieur Thompson me dit au revoir et quitta la maison. Je restai seul avec la lettre dans les mains. Je l'ouvris d'un doigt tremblant. L'écriture était claire, ferme. Chère Madame Davis, nous ne nous connaissons pas, mais j'ai connu votre fils et j'ai vu ce qu'il vous a fait. J'ai vu comment il vous a utilisé, comment il a menti à votre sujet, comment il a eu honte de la femme qui lui a tout donné. Et je ne pouvais pas rester silencieux. Cet argent n'efface pas ce qu'il a fait. Mais j'espère qu'il vous apportera la paix. J'espère qu'il vous donnera la force de vous défendre parce que vous méritez le respect. Vous méritez la dignité. Vous méritez le véritable amour, pas le faux amour que votre fils vous offre. Avec admiration, Robert. Les larmes tombèrent sur le papier. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'espoir. Un étranger m'avait vu, m'avait valorisé, m'avait protégé plus que mon propre fils ne l'avait jamais fait. Je pliai soigneusement la lettre. Je la gardai avec tous les documents. Ma maison était en sécurité. Mon avenir était protégé. Et pour la première fois depuis des années, je sentais que je pouvais respirer. Les jours suivants passèrent dans un calme étrange. Michael n'appela pas, n'écrivit pas, ne se présenta pas à ma maison.
C'était comme s'il avait complètement disparu de ma vie. Et pour la première fois depuis longtemps, ce silence ne me blessait pas. Il me donnait de l'espace pour penser, pour planifier, pour décider ce que j'allais faire ensuite. Je passais les matins à organiser tous mes documents, chaque papier, chaque reçu, chaque preuve de ce qui s'était passé. Je les gardais dans des dossiers séparés, tout ordonné, tout clair. Monsieur Thompson m'avait conseillé de garder des copies de tout, et je suivis son conseil à la lettre. Suzanne vint me rendre visite mercredi après-midi. Elle apporta un gâteau au citron qu'elle avait fait ce matin-là. Elle s'assit avec moi dans la cuisine et me versa du café sans rien demander. Mais je savais qu'elle était curieuse, qu'elle avait remarqué la voiture de Monsieur Thompson, qu'elle avait vu Michael quitter ma maison avec un visage bouleversé. « Ça va, Eleanor ?» demanda-t-elle finalement. Je la regardai dans les yeux, ces yeux gentils qui ne voulaient que s'assurer que j'allais bien. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne mentis pas. Non, je ne vais pas bien. Mais je vais l'être. Tu veux en parler? Je lui racontai tout, chaque détail, chaque mensonge, chaque trahison. Suzanne m'écouta en silence sans m'interrompre, sans juger. Quand j'eus fini, elle me prit la main dans la sienne. Ce garçon ne sait pas ce qu'il a. Il n'a jamais su. Ce n'est plus ce qu'il sait ou ne sait pas qui compte. Ce qui compte, c'est ce que je sais maintenant. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais retrouver ma dignité. Je vais m'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Suzanne hocha la tête. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, dis-le-moi. Tu n'es pas seul là-dedans. Ces mots me remplirent de chaleur. La chaleur que j'aurais dû recevoir de ma propre famille, mais que je ne trouvais que chez une voisine, chez une véritable amie. Jeudi matin, Monsieur Thompson m'appela. « Madame Davis, j'ai des nouvelles. Michael a commencé à vendre des choses. Il a mis la voiture en vente et il essaie d'obtenir un prêt personnel pour couvrir une partie de la dette. Et Kate? Elle sait. Il y eut une pause. D'après ce que je comprends, elle est furieuse. Très furieuse. Elle a traité Michael de tous les noms. Elle dit qu'il a ruiné sa vie. Bien sûr, Kate ne se souciait que d'elle-même, de son image, de son style de vie, pas des dommages qu'ils avaient causés, pas de la mère qu'ils avaient trahie. Bien. Qu'elle affronte les conséquences. Il y a autre chose, Madame Davis. Kate a passé des appels, essayant d'obtenir de l'argent de sa propre famille. Il semble que ses parents aient des ressources. Ils pourraient aider à payer la dette plus rapidement tant qu'ils paient ce qu'ils doivent. Je me fiche d'où vient l'argent. Compris. Je vous tiendrai informé de tout développement. Je raccrochai le téléphone et restai là, à réfléchir. Kate demandant de l'aide à sa famille. Kate s'humiliant devant ses parents. Kate devant expliquer que son mari avait commis une fraude contre sa propre mère. Il y avait une certaine justice poétique dans tout cela. Mais je ne ressentais aucune satisfaction. Je ne ressentais aucune joie pour sa souffrance. Je ressentais juste un vide. Le vide de savoir que mon fils avait choisi cette femme plutôt que moi. Qu'il avait préféré lui faire plaisir plutôt que de respecter sa propre mère. Vendredi soir, alors que je préparais le dîner, mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. J'hésitais à répondre, mais quelque chose me poussa à décrocher. Madame Eleanor? C'était une voix de femme. Plus âgée, éduquée. Oui. Qui est-ce? Je m'appelle Madame Sterling. Sonia Sterling. Je suis la mère de Kate. Mon cœur fit un bond. La mère de Kate. Que voudrait-elle? Madame Sterling, comment puis-je vous aider? J'ai besoin de vous parler en personne. Pourriez-vous venir chez moi demain? C'est important. De quoi s'agit-il? Je préfère en discuter en personne, s'il vous plaît. Il s'agit de nos enfants. De cette terrible situation. Quelque chose dans sa voix me fit accepter. D'accord. Quelle heure? 15 heures. D'accord, je vous enverrai l'adresse par SMS. J'acceptai et raccrochai. Que voudrait la mère de Kate? Viendrait-elle pour la défendre, pour m'attaquer, pour me demander de tout pardonner et d'oublier ce qui s'était passé? Cette nuit-là, je dormis à peine. Je me tournai et me retournai dans mon lit,
pensant à toutes les possibilités, préparant ce que je dirais, répétant les réponses. Je n'allais pas me laisser manipuler. Je n'allais permettre à personne de me faire sentir coupable d'avoir voulu me protéger. Samedi, je me préparais soigneusement. Je mis ma meilleure robe, la bleue claire qui me faisait toujours me sentir présentable. Je me coiffais et me maquillais légèrement. Je voulais avoir l'air digne, forte, pas comme la femme pauvre et gênante que Kate avait décrite. L'adresse que Madame Sterling m'avait envoyée était celle d'une maison dans le quartier chic de la ville. Une grande maison avec un jardin bien entretenu, un portail en fer forgé, une fontaine à l'entrée. Tout criait l'argent, le vieil argent. Je sonnai et une femme de ménage ouvrit la porte. Elle me conduisit à travers un immense salon jusqu'à un jardin arrière où Madame Sterling m'attendait, assise à une table en fer forgé. Elle se leva en me voyant. C'était une femme d'environ 70 ans, élégante, aux cheveux parfaitement coiffés, vêtue de vêtements chers mais discrets. « Madame Davis, merci d'être venue. » Elle me tendit la main. Sa poignée était ferme. « Madame Sterling, s'il vous plaît asseyez-vous. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Café? Thé? Un café, c'est bien. » Elle fit signe à la femme de ménage qui disparut à l'intérieur. Nous nous assîmes face à face. Sonia me regarda avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Ce n'était pas de l'hostilité, mais ce n'était pas non plus de la chaleur. « Je sais que c'est gênant pour nous deux, commença-t-elle, mais j'avais besoin de vous parler. J'avais besoin de vous rencontrer. » Me rencontrer? Oui. Parce que ma fille m'a dit beaucoup de choses à votre sujet. Et franchement, je voulais voir si elles étaient vraies. Je sentis mon corps se crisper. Quel genre de choses? Kate m'a dit que vous étiez une femme difficile, que vous demandiez toujours de l'argent, que vous étiez manipulatrice, que vous utilisiez la culpabilité pour contrôler Michael. Sonia marqua une pause. Mais quand j'ai découvert ce qui s'était réellement passé, ce que Michael vous avait fait, j'ai su que ma fille mentait. La femme de ménage apporta le café. Nous attendîmes en silence qu'elle reparte. Kate sait-elle que vous me parlez? Non. Et je préférerais qu'elle ne le sache pas. Du moins pas encore. Sonia prit sa tasse de thé. Ma fille a beaucoup de défauts, Madame Davis, et j'en porte une partie de la responsabilité. Nous l'avons élevée avec trop de confort. Nous lui avons tout donné sans lui apprendre la valeur de rien. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je veux que vous sachiez que tout le monde dans ma famille n'est pas comme elle. Parce que je veux m'excuser pour le mal que ma fille vous a causé. Sonia me regarda droit dans les yeux. Et parce que je veux vous aider. Je n'ai pas besoin de votre aide. Je sais, Monsieur Thompson m'a dit que vous aviez refusé l'offre de Robert de tout payer, que vous aviez insisté pour que votre fils paie ses propres dettes. Cela parle très bien de vous. Monsieur Thompson vous a dit? Robert était mon frère, Madame Davis. Je sais tout ce qui s'est passé, et je suis d'accord avec ce que vous avez fait. Robert était son frère. Le monde me sembla soudain très petit. Quand Robert m'a dit ce que Michael avait fait, j'ai eu honte parce que ma fille en faisait partie, parce qu'elle savait et n'a rien fait pour l'arrêter. Pire encore, elle l'a encouragé. Elle l'a encouragé. Sonia hocha la tête. Kate a toujours été ambitieuse. Elle a toujours voulu plus que ce qu'elle avait. Et quand elle a épousé Michael, elle a pensé qu'elle avait trouvé quelqu'un qui pouvait lui donner la vie qu'elle voulait. Mais Michael n'a pas autant d'argent qu'elle le croyait. Alors ils ont commencé à vivre à crédit, sur les apparences, sur des mensonges. Et j'étais une source d'argent facile. Exactement. Et quand vous n'avez plus eu rien à donner, il a eu recours à la fraude. Sonia posa sa tasse sur la table. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Quelque chose que même Monsieur Thompson ne sait pas encore. Mon cœur se mit à battre plus vite. Quoi? Kate prévoit de divorcer de Michael. Elle a déjà parlé avec un avocat. Elle veut garder tout ce qu'elle peut avant que les saisies ne commencent. Elle veut le laisser sans rien et sortir propre de cette situation. Les mots me frappèrent comme un train. Kate abandonnant Michael, le laissant seul dans ce désastre après l'avoir poussé à le causer. Quand? Très bientôt. Elle attend juste le bon moment. Le moment où elle pourra causer le plus de dégâts. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que vous êtes sa mère.
Et malgré tout ce qu'il vous a fait, je sais que vous l'aimez toujours. Et j'ai pensé que vous deviez le savoir. Sonia se pencha en avant. Aussi, parce que je veux vous proposer quelque chose. Quel genre de proposition? Mon mari et moi paierons la dette de Michael, les 25 000 $ entiers, mais avec des conditions. Je ne veux pas de votre charité. Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement. Un investissement pour que Michael apprenne sa leçon sans que Kate ne lui prenne tout. Sonia poussa l'enveloppe vers moi. Et vous, vous récupérez votre maison sans dette et la possibilité de récupérer votre fils si vous le souhaitez toujours. Je pris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque, 25 000 $ et des documents légaux. Tout était préparé. Tout était prêt à signer. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi aider le mari de votre fille si vous savez qu'ils vont divorcer? Parce que mon frère Robert m'a appris quelque chose avant de mourir. Il m'a dit que l'argent sans dignité ne vaut rien et que parfois faire ce qu'il faut coûte de l'argent, mais ça en vaut la peine. Sonia se leva. Réfléchissez-y, Madame Davis, vous n'avez pas à décider maintenant, mais l'offre est sur la table. Elle me raccompagna à la porte. Avant que je parte, elle me prit la main. Une chose de plus. Quand tout cela sera terminé, quand Kate partira, Michael aura besoin de quelqu'un. Il sera seul, détruit, et vous seul pourrez décider si vous voulez être là pour lui ou si vous préférez le laisser affronter les conséquences seul. Je quittai cette maison avec l'enveloppe dans mon sac et 1000 pensées dans la tête. Je rentrai chez moi en silence, pensant, calculant, ressentant. Quand j'arrivai à la maison, je sortis l'enveloppe et la posai sur la table. Je la regardai pendant des heures. Le chèque, les documents, la solution facile à tout ce problème. Mais rien de tout cela n'était facile. Il s'agissait de faire ce qu'il fallait. Et je ne savais toujours pas ce qui était juste à faire. Je passai toute la nuit de samedi sans dormir. L'enveloppe avec le chèque de 25 000 $ était sur ma table de cuisine. Je la regardais encore et encore, essayant de comprendre ce qui était juste, essayant de séparer ce que mon cœur voulait de ce que mon esprit savait que je devais faire. Dimanche matin, je pris une décision. J'appelai Monsieur Thompson. Monsieur Thompson, j'ai besoin que vous veniez chez moi aujourd'hui si possible. Quelque chose s'est passé, Madame Davis? Oui, quelque chose s'est passé, et j'ai besoin de vos conseils. Monsieur Thompson arriva 1 heure plus tard. Je lui montrai l'enveloppe. Je lui racontai ma conversation avec Sonia. Il lut attentivement les documents. Son expression était sérieuse. C'est une bonne offre, juridiquement solide. Vous seriez immédiatement libéré de vos dettes. Mais je dois être sûr de la raison pour laquelle je l'accepte. Est-ce que je l'accepte parce que je veux aider Michael ou parce que je veux qu'il apprenne la leçon de la manière la moins douloureuse? La question me frappa. Parce que je n'étais pas sûr de la réponse. Je ne sais pas honnêtement, je ne sais pas. Monsieur Thompson s'assit en face de moi. Madame Davis, ce que votre fils a fait est terrible, mais il va en payer les conséquences d'une manière ou d'une autre. La question est de savoir si vous voulez faire partie de son processus d'apprentissage ou si vous voulez vous retirer et le laisser tomber seul. Je suis sa mère. Être mère ne signifie pas être responsable de ses erreurs. Ni que vous devez toujours le sauver. Ces mots étaient durs, mais vrais. Toute ma vie, j'avais sauvé Michael de ses mauvaises notes, de ses mauvaises décisions, de ses dettes. J'avais toujours été là pour le rattraper avant qu'il ne tombe. Et peut-être que c'était une partie du problème. Que feriez-vous à ma place? Monsieur Thompson soupira. J'accepterai l'offre. Mais pas pour Michael. Pour vous, parce que vous méritez de vivre en paix sans dette qui pèse sur votre tête, sans avoir à vous soucier de perdre votre maison. Il avait raison. Ma maison, ma sécurité. C'était la chose la plus importante. Pas Michael. Pas Kate. Moi. D'accord, j'accepte. Monsieur Thompson hocha la tête. Alors, nous devons organiser une réunion avec Michael, avec Sonia, pour signer tous les documents et tout clarifier. Quand? Que diriez-vous de demain? Lundi après-midi à mon bureau. Neutre, professionnel. D'accord. Monsieur Thompson se leva. Je notifierai toutes les parties. Et Madame Davis,
préparez-vous. Michael ne sera pas content quand il découvrira que les parents de Kate paient sa dette. Après le départ de Monsieur Thompson, j'appelai Suzanne. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui me connaissait vraiment. Elle vint avec une bouteille de vin et 2 verres. Raconte-moi tout. Je lui racontai tout sur Sonia, sur l'offre, sur ma décision. Suzanne m'écouta en silence pendant que nous buvions le vin. Tu as fait ce qu'il fallait, Eleanor. Tu crois? Oui, parce que maintenant tu peux dormir tranquillement parce que ta maison est en sécurité et parce que tu as donné à ton fils une dernière chance d'apprendre. S'il la gaspille, ce n'est plus ton problème. Ces mots me donnèrent la paix. Pour la première fois depuis des jours, je sentais que je pouvais respirer profondément. Le lundi arriva plus vite que prévu. Je me préparais soigneusement. La même robe bleu clair, les cheveux bien coiffés. Je voulais avoir l'air forte, digne, en contrôle. J'arrivai au bureau de Monsieur Thompson à 3 heures précises. Sonia était déjà là, assise dans la salle d'attente avec son mari, un homme plus âgé aux cheveux complètement blancs, l'expression sérieuse mais gentille. Ils se levèrent en me voyant. Madame Davis. Voici mon mari, Albert Sterling. Albert me tendit la main. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je regrette que ce soit dans ces circonstances. Moi aussi. Monsieur Thompson sortit de son bureau. Entrez, s'il vous plaît. Michael est sur le point d'arriver. Nous entrâmes dans une salle de conférence, une longue table en bois, des chaises en cuir, tout très professionnel, très sérieux. Nous nous assîmes, Sonia et Albert d'un côté, moi de l'autre, Monsieur Thompson en bout de table. 5 minutes plus tard, Michael entra. Il avait l'air terrible. De profonds cernes sous les yeux, des vêtements froissés, les cheveux en désordre, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il s'arrêta net en voyant les parents de Kate. Qu'est-ce qu'ils font ici? Asseyez-vous, Michael. La voix de Monsieur Thompson était ferme. Nous devons parler. Michael s'assit lentement. Ses yeux allèrent de moi à Sonia et Albert. Confus, effrayé. Monsieur Thompson posa les documents sur la table. Monsieur et Madame Sterling ont proposé de payer votre dette, les 25 000 $ entiers. Mais il y a des conditions. Michael regarda Sonia. Pourquoi feriez-vous cela? Parce que malgré tout, tu es le mari de notre fille. Et parce que ta mère ne mérite pas de continuer à souffrir pour tes erreurs, dit Sonia d'une voix calme mais ferme. Mais ce n'est pas un cadeau. C'est un prêt que tu vas nous rembourser avec des intérêts en 3 ans. Je ne comprends pas. Albert se pencha en avant. C'est simple. Nous payons la dette à ta mère. Elle est libre de toute obligation. Tu nous dois. Et si tu ne paies pas, nous engagerons des poursuites judiciaires. Sans pitié, sans considération familiale. Michael pâlit. Et Kate, elle sait tout ça? Non. Et elle n'a pas besoin de le savoir. Sonia lui poussa les papiers. C'est entre toi, nous, et ta mère. Kate n'a rien à voir là-dedans. Mais je savais que Kate avait tout à voir là-dedans. Elle était la raison de tout cela. Elle était celle qui avait planté la graine de la honte, du mépris, de la trahison. Il y a autre chose que tu devrais savoir, Michael, dis-je enfin. Tout le monde me regarda. Ta femme prévoit de divorcer de toi très bientôt. Et quand elle le fera, elle va essayer de garder tout ce qu'elle peut. Le visage de Michael s'effondra complètement. Quoi? Comment tu sais ça? Parce que ta belle-mère me l'a dit. Parce qu'elle sait quel genre de personne est sa fille. Michael regarda Sonia, cherchant un démenti, mais elle se contenta de hocher la tête. C'est vrai. Kate a déjà engagé un avocat. Elle a déjà tout planifié. Elle attend juste le moment parfait pour te quitter. Michael se couvrit le visage de ses mains. Ses épaules tremblèrent. Je ne sais pas s'il pleurait ou s'il essayait juste de traiter toutes les informations. Alors c'est ça. J'ai tout perdu. Pas tout. Ma voix sortit plus douce que prévu. Tu as encore l'opportunité de faire les choses correctement, de payer tes dettes, d'apprendre, de changer. Il leva les yeux. Ses yeux étaient rouges, remplis de larmes. Vous me pardonnez, maman? La question que j'attendais.
La question à laquelle j'avais répété la réponse 1000 fois dans mon esprit. Je te pardonne, Michael. Mais le pardon n'efface pas les conséquences. Tu dois encore payer ce que tu dois. Tu dois encore prouver que tu as changé. Et ça va prendre du temps. Il hocha la tête. Il prit le stylo que M. Thompson lui tendait et il signa chaque document, chaque page, reconnaissant sa nouvelle dette, s'engageant à payer, acceptant les conséquences. Quand il eut fini, M. Thompson ramassa tous les papiers. Bien. C'est fait. Les sterling vireront l'argent demain, et Michael a 3 ans pour remplir sa part. Nous nous levâmes tous. Sonia et Albert se dirent au revoir. Michael resta là, perdu, brisé. Maman, je me tournai vers lui. Je peux te serrer dans mes bras. Je le regardais. Mon fils, l'enfant que j'avais élevé, l'homme qui m'avait trahi, et je vis dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Un regret sincère. J'ouvris les bras. Il s'approcha et me serra fort, comme quand il était enfant et avait peur du noir. Et je le tins. Sachant que ce câlin ne réparait pas tout, mais c'était un début. 2 semaines après la réunion au bureau de M. Thompson, ma vie commença à changer d'une manière inattendue. La dette fut payée. Ma maison était en sécurité. Et pour la première fois depuis des années, je pouvais dormir sans ce poids constant sur ma poitrine. Michael m'appelait tous les jours. Au début, je ne répondais pas. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin de temps pour tout assimiler. Mais finalement, je commençais à répondre. Les conversations étaient courtes, maladroites, mais c'était quelque chose. Maman. Kate est partie, me dit-il un après-midi. Sa voix semblait creuse. Vide. Quand? Il y a 3 jours. Elle a pris tout ce qu'elle pouvait. La moitié des meubles, tous ses vêtements, même les photos des murs. Il marqua une pause. Elle a laissé les papiers du divorce sur la table de la cuisine. Je ne ressentis aucune satisfaction en entendant cela. Juste de la tristesse. De la tristesse pour mon fils qui apprenait la leçon la plus dure de sa vie. Où vis-tu? Dans la maison. Mais elle est presque vide. Je n'ai même pas assez de chaises. Sa voix se brisa. Je dois vendre la maison, maman. Je ne peux pas payer le prêt immobilier seul. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, chercher un appartement plus petit, quelque chose que je puisse me permettre. Recommencer. Recommencer. Les mêmes mots que j'avais dû utiliser tant de fois dans ma vie. Quand son père nous avait abandonnés, quand j'avais perdu des emplois, quand les choses devenaient difficiles, toujours recommencer. Michael, il y a quelque chose que je veux te dire. Quoi, maman? Ce que tu vis maintenant. Cette douleur, cette perte, c'est ce que j'ai vécu pendant des années. Chaque fois que tu m'as exclu, chaque fois que tu m'as menti, chaque fois que tu m'as traité comme si je ne valais rien. Il y eut un silence à l'autre bout. Je sais, maman. Et je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé aussi. Désolé que tu aies dû en arriver là pour le comprendre. Une semaine plus tard, Michael frappa à ma porte. Il portait une boîte dans ses mains. Il avait l'air fatigué, mais plus propre que la dernière fois, plus soigné. Je t'ai apporté quelque chose. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient toutes les photos de famille que Kate avait prises. Des photos de quand Michael était enfant, des photos d'anniversaire, des photos de Noël, des photos de moments heureux qui semblaient une autre vie. Je suis allé à son appartement. Je lui ai demandé de me rendre les photos. Au début, elle ne voulait pas, mais j'ai insisté. Ces photos sont à toi, maman. Elles l'ont toujours été. Je pris les photos d'une main tremblante. Nous étions là, souriants, heureux avant que tout ne se complique. Merci. Il s'assit sur le canapé, le même canapé où nous avions eu tant de conversations, tant de disputes, tant de douleurs. J'ai trouvé un travail, maman. Ça ne paie pas beaucoup, mais c'est honnête. Dans une entreprise de construction. Travail de bureau. Je suis contente. Et j'ai vendu la voiture. J'en ai acheté une d'occasion. Moins chère, plus pratique. Il me regarda dans les yeux. J'essaie, maman.
J'essaie vraiment de faire les choses correctement. Je vis dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De l'humilité. Une humilité authentique. Je peux venir te rendre visite? Pas tous les jours. Juste quand tu as envie de me voir. Sans pression. J'y pensais. Une partie de moi était encore en colère, blessée, mais une autre partie, celle qui serait toujours sa mère, voulait lui donner une chance. D'accord, mais à certaines conditions. Quelles qu'elles soient. Plus de mensonges, plus de secrets, et du respect. Toujours du respect. Je le promets. Les mois suivants furent une lente reconstruction. Michael venait me rendre visite le dimanche. Il apportait du café et des beignets. Nous nous asseyions dans la cuisine et parlions. De vraies conversations sur son travail, sur son divorce, sur ses erreurs, sur ce qu'il ressentait. Un dimanche, il amena quelqu'un d'inattendu avec lui. Monsieur Thompson, l'avocat. Maman, Monsieur Thompson veut te parler de quelque chose d'important. Monsieur Thompson s'assit avec moi dans le salon. Il sortit des papiers de sa mallette. Madame Davis, j'ai de bonnes nouvelles. Robert a laissé autre chose dans son testament. Quelque chose que je n'ai pas mentionné auparavant car il y avait des procédures légales à accomplir. Quoi? Robert vous a laissé 50 000 $ dans un fonds fiduciaire pour votre retraite afin que vous puissiez vivre dignement le reste de vos jours. Les mots n'avaient aucun sens. 50 000 $, un homme que je n'avais jamais rencontré et qui est mort en me protégeant. Je ne peux pas accepter ça. C'est déjà fait, madame. C'est légalement à vous. Robert était très clair dans ses instructions. Monsieur Thompson me tendit les papiers. L'argent est sur un compte à votre nom. Vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez, pour réparer la maison, pour voyager, pour tout ce dont vous avez besoin. Les larmes commencèrent à couler. Mais c'étaient des larmes de gratitude, de soulagement, d'espoir. Pourquoi a-t-il fait tout ça pour moi? Parce qu'il a vu en vous quelque chose que votre propre fils n'a pas pu voir. Dignité, force, courage. Monsieur Thompson se leva. Il voulait que vous sachiez qu'il y a de bonnes personnes dans le monde, qu'il y a encore de la justice. Après le départ de Monsieur Thompson, Michael s'assit à côté de moi. Vous le méritez, maman. Et bien plus encore. Je le regardais, mon fils qui apprenait enfin, qui changeait enfin. Tu sais ce que je vais faire avec cet argent? Quoi? Je vais réparer la maison. Les fenêtres qui ont besoin d'être réparées, le toit qui fuit, tout ce que j'ai cessé de faire parce que je te donnais toujours de l'argent. Je lui pris la main. Et puis je vais voyager. Je vais voir l'océan. Quelque chose que j'ai toujours voulu faire mais que je n'ai jamais pu. Michael sourit. Un sourire triste mais sincère. Ça a l'air parfait. Et toi? Comment ça se passe avec les paiements au sterling? Je vais bien. Je paie ponctuellement chaque mois. Albert dit que si je continue comme ça, je pourrais peut-être finir de payer en 2 ans au lieu de 3. Je suis contente. Nous nous assîmes en silence. Un silence confortable, pas comme avant. C'était un silence de paix, d'acceptation, d'un nouveau départ. Suzanne frappa à la porte cet après-midi-là. Elle apporta des fleurs de son jardin. J'ai entendu la bonne nouvelle. Tout le quartier est content pour toi, Eleanor. Je la serrai dans mes bras. Cette femme qui avait été à mes côtés quand personne d'autre ne l'était. Cette vraie amie. Merci pour tout, Suzanne. D'avoir été là, de m'avoir écouté, d'avoir été ma famille quand je n'en avais pas. Je serai toujours là. Toujours. Cette nuit-là, je m'assis sur mon porche, regardant les étoiles, sentant la brise fraîche sur mon visage. Ma maison était en sécurité. Mon avenir était assuré. Mon fils apprenait. Et j'étais enfin en paix. Ce n'était pas la fin parfaite d'un conte de fées. Il y avait encore des cicatrices. Il y avait encore de la douleur. Mais il y avait quelque chose de plus important. Il y avait de la dignité. Il y avait du respect. Il y avait de l'espoir. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante. 6 mois ont passé depuis cette horrible nuit où Kate m'a dit que je n'étais pas assez bien pour m'asseoir à une table que j'avais payée moi-même.
6 mois depuis que mon monde s'est effondré et que j'ai dû le reconstruire morceau par morceau. Et maintenant, assise sur mon porche en ce dimanche après-midi, je peux dire que je suis une femme différente. La maison est entièrement rénovée. Les nouvelles fenêtres laissent entrer la lumière sans le froid de l'hiver. Le toit ne fuit plus quand il pleut. La cuisine a des appareils qui fonctionnent. Tout ce que je devais réparer depuis des années est enfin fait. Et je l'ai fait avec mon propre argent. Avec le cadeau que Robert m'a laissé, un homme que je n'ai jamais rencontré, mais qui m'a vu quand ma propre famille ne l'a pas fait. Michael vient tous les dimanches sans faute. Il apporte du café et des beignets comme un rituel. Nous nous asseyons dans la cuisine et parlons vraiment. Il me parle de son travail, de ses difficultés, de la façon dont il apprend à vivre avec moi mais avec plus de dignité. Il ne conduit plus de voiture de luxe. Il ne porte plus de vêtements de marque. Il ne prétend plus être ce qu'il n'est pas. Et honnêtement, il est mieux ainsi. Plus réel, plus humain. La semaine dernière, il m'a apporté quelque chose de spécial. Une enveloppe avec de l'argent. C'est le premier paiement que je fais au sterling en avance. Je voulais que tu le vois. Je voulais que tu saches que je tiens mes engagements. Je pris l'enveloppe et la regardai. 3000 $ gagnés honnêtement, payés ponctuellement. Je suis fier de toi, mon fils. Ses yeux se remplirent de larmes. C'est tout ce que j'ai toujours voulu entendre de toi, maman. Et j'ai dû tout perdre pour le mériter. Tu as raison. Parfois, il faut tomber complètement pour apprendre à se relever correctement. Parfois, la douleur est le seul professeur que nous écoutons vraiment. Kate n'est jamais réapparue. Selon Michael, elle s'est remariée avec un homme plus âgé et très riche. Exactement ce qu'elle a toujours cherché. Je ne ressens aucune colère envers elle, juste de la pitié. Parce qu'elle ne saura jamais ce qu'est le véritable amour. Elle ne connaît que l'amour conditionné par l'argent, par le statut, par les apparences. Suzanne et moi sommes devenus inséparables. Elle est plus ma famille que n'importe quel lien de sang. La semaine dernière, nous sommes allés à la plage ensemble. Mon premier voyage en plus de 40 ans. J'ai senti le sable sous mes pieds, l'eau salée sur ma peau, le soleil sur mon visage. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré de bonheur, de liberté, de gratitude d'être en vie. Vois, Eleanor, c'est ce que tu mérites. Ça et plus encore. Suzanne me prit la main pendant que nous marchions le long du rivage. Pas de sacrifice constant, pas de douleur éternelle, mais des moments comme ça. Elle avait raison. Toute ma vie, j'ai cru qu'être une bonne mère signifiait tout sacrifier, signifiait ne pas penser à moi, signifiait donner jusqu'à être vide. Mais je me trompais. Être une bonne mère signifie aussi enseigner par l'exemple. Et l'exemple que je donnais était celui d'une femme qui se laissait piétiner. Une femme sans limite. Une femme sans estime de soi. Maintenant, je suis différente. Maintenant, j'ai des limites claires. Maintenant, j'exige le respect. Et si je ne le reçois pas, je m'en vais. Simple. Pas avec de la rage, pas avec des cris, juste avec la clarté de savoir ce que je vaux. Monsieur Thompson me rend visite une fois par mois. Il apporte toujours du café et a toujours des histoires intéressantes de ses affaires. Nous sommes devenus amis. Il me parle de sa vie, de sa femme décédée il y a des années, de ses enfants qui vivent loin, et je lui parle de la mienne. Vous savez, Madame Davis, Robert serait très fier de vous, de la façon dont vous avez géré tout cela avec tant de dignité, tant de force. J'aurais aimé le rencontrer, le remercier personnellement. Il sait, où qu'il soit. Il sait. Sonia est également entrée dans ma vie. Elle vient prendre le thé avec moi toutes les 2 semaines. Nous parlons de nos enfants, de nos erreurs en tant que mère, de la façon dont nous essayons de faire mieux mais échouons parfois. Ma fille me déteste maintenant parce que j'ai parlé à Michael du divorce. Elle dit que je l'ai trahi. Sonia prit sa tasse de thé d'une main tremblante, mais je ne le regrette pas. J'ai fait ce qu'il fallait. Les enfants ne comprennent pas toujours quand nous agissons pour leur propre bien. Parfois, ils ne comprennent jamais. Et vous? Regrettez-vous d'avoir dénoncé Michael? J'y réfléchis. J'y réfléchis vraiment. Non, je ne le regrette pas parce que si je ne l'avais pas fait, il serait toujours le même homme, le même menteur, le même manipulateur.
Maintenant, il a la chance d'être meilleur, d'être réel. Ce matin, alors que je préparais le café pour la visite de Michael, j'ai trouvé une vieille photo dans un des tiroirs. C'était il y a 30 ans. J'avais 35 ans. Michael était un petit garçon de 5 ans. Nous étions au parc, souriant. Il me serrait dans ses petits bras et je le regardais comme s'il était tout mon monde. Et il l'a été pendant si longtemps. Il était tout mon monde. Ma raison de me lever chaque jour. Ma raison de travailler jusqu'à ce que mes os me fassent mal. Ma raison d'exister. Mais c'était mon erreur. Parce qu'une personne ne peut pas être tout votre monde. Vous devez être votre propre monde. Et les autres sont des visiteurs. Certains restent, d'autres partent, mais vous, vous restez. Je remis la photo dans le tiroir. Non pas avec tristesse, mais avec acceptation. Ce garçon sur la photo n'existe plus. Et la femme qui le tenait non plus. Nous avons tous deux dû mourir un peu pour devenir qui nous sommes maintenant. La sonnette retentit. C'était Michael, ponctuel comme toujours maintenant. Il apporta le café et les beignets et autre chose. Un bouquet de fleurs pour toi, maman. Parce que c'est dimanche, et parce que je t'aime. Je pris les fleurs et les sentis. Des roses blanches. Mes préférés, il s'en souvenait. Nous nous assîmes dans la cuisine. Nous parlâmes de sa semaine, de ma semaine, des projets que chacun de nous avait. Il n'y avait plus de secrets, plus de mensonges, juste une conversation honnête entre deux personnes qui apprenaient à se connaître à nouveau. Avant de partir, il me serra dans ses bras. Merci, maman, de ne pas m'avoir abandonné, de m'avoir donné cette seconde chance. Merci de m'avoir enfin vu. De m'avoir enfin valorisé. Je le regardais s'éloigner dans sa voiture d'occasion et je souris. Ce n'était pas le fils parfait. Il ne le serait probablement jamais, mais c'était un fils qui essayait et c'était suffisant. Cette nuit-là, je m'assis sur mon porche comme je l'avais fait tant de fois ces derniers mois, regardant les étoiles, sentant la paix qui ne vient qu'après la tempête. Ma vie n'était pas parfaite. Il y avait encore des jours difficiles. Il y avait encore des moments de tristesse. Mais il y avait aussi de la joie. Il y avait de l'amitié. Il y avait de la dignité. Il y avait de l'amour de soi. Je pensais à toutes les femmes comme moi. Des femmes qui donnent tout sans rien demander. Des femmes qui se laissent piétiner parce qu'elles pensent que c'est de l'amour. Des femmes qui perdent leur identité en devenant mères. Et je voulais leur dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais aimé entendre il y a des années. Votre sacrifice est valable. Mais il n'a pas besoin d'être total. Votre amour est important, mais pas au prix de votre dignité. Vos enfants sont votre trésor, mais vous avez aussi de la valeur. Et si quelqu'un vous fait sentir invisible, si quelqu'un vous traite avec mépris, si quelqu'un vous utilise sans gratitude, vous avez le droit de vous défendre. Vous avez le droit de dire « ça suffit ». Vous avez le droit d'exiger le respect. Parce que le véritable amour n'humilie pas. Le véritable amour n'exclut pas. Le véritable amour ne fait pas honte. Et si ce que vous recevez ne ressemble pas à de l'amour, alors ce n'est pas de l'amour. C'est autre chose. Et vous méritez mieux. Je me levai du porche et rentrai dans ma maison. Ma maison en sécurité, payée, rénovée, le reflet de ce que j'étais moi-même maintenant. Rénovée, plus forte, plus claire, plus complète. Avant de me coucher, je me regardais dans le miroir. Je vis une femme de 65 ans avec des rides qui racontaient des histoires, avec des cheveux gris qui montraient la sagesse, avec des yeux qui avaient pleuré mais qui brillaient maintenant d'espoir. Et j'aimais ce que je voyais. Je n'étais plus la femme qui mendiait des miettes d'attention. Je n'étais plus la femme qui acceptait n'importe quel traitement juste pour ne pas être seule. J'étais la femme qui connaissait sa valeur. La femme qui exigeait le respect. La femme qui choisissait la paix plutôt que le drame. La femme qui s'était enfin choisie elle-même. Et ça, c'était tout. Je m'allongeai dans mon lit, fermai les yeux, et pour la première fois depuis de nombreuses années, je dormis profondément, sans cauchemar, sans souci, juste avec la certitude que demain serait un autre jour et que j'irais bien. Parce que finalement, après tant de temps, j'avais appris la leçon la plus importante de toutes. Personne ne peut vous enlever votre dignité à moins que vous ne les laissiez faire. Et je ne les laissais plus faire.